je suis arrivée à l'entraînement au Stade Rennais, on m'a dit les avants à gauche et les trois quarts à droite. Ouais. Et j'ai dit moi je vais où ? Ouais. Et ils m'ont dit toi tu vas avec les grosses. On dit les grosses ? Ouais, parce que quand tu gagnes 1000 balles par mois et que tu es obligé de payer tes allers-retours pour rentrer à Rennes, ça finit par te coûter des ronds de jouer. Voilà, c'est ça. Ça aide à pécho d'être joueuse du 15 de France ? Je sais pas, à ton avis ? Non. Bonjour à tous et bienvenue dans Rugby Légende, la seule émission qui te propose de passer une heure avec ton joueur, ta joueuse préférée. Le concept est très simple, on a remarqué que dans les médias, notamment qui traitent de rugby, on donnait souvent la parole aux sachants, à ceux qui vivaient du rugby mais pas pour le rugby. Alors ici on a fait une place de choix, de luxe même, aux supporters pour venir partager leur passion, leurs souvenirs, leurs moments mémorables et le faire avec une sportive ou un sportif de haut niveau. Donc aujourd'hui on a fait une réunion entre copains avec un journaliste sympa, un fan et une joueuse. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir une femme qui est passée par Paris, par la Bretagne, par la Grande-Bretagne. Elle a connu les bleus sous toutes ses formes, mais celle qu'elle aime le plus, c'est le bleu de travail. Lénaïque Corson est avec nous. Bonjour Lénaïque. Salut Pierre. Ça va ? Ouais, impeccable. Pas trop tendu ? Non. On va disséquer ta vie, ta carrière, tout. Il n'y aura plus de secret à la fin de ça. Waouh. Ouais, ça fait plaisir. D'un coup, t'es moins sereine, j'ai l'impression. Ouais, surtout quand c'est toi au micro, ça me met moins à l'aise. Ouais. Oh, arrête, tu sais que tu risques rien. Face à elle, un amoureux du rugby et plus encore du Stade français. Il voit la vie en rose depuis un quart de siècle à peu près. Qu'il soit masculin, féminin, fauteuil, du dimanche, Florian est ce qu'on appelle un passionné, voire un intégriste. Salut Flo. Salut. Tu vas bien ? Ça va. C'est marrant quand je t'ai posé la question de savoir si c'était ok pour parler de rugby féminin et tout, tu m'as dit bien sûr. Genre comme si c'était une évidence. C'est aussi fort que ça, c'est une évidence de parler de rugby féminin ? Nous avons autant la place que les hommes, donc oui. Enfin, ok. Pas d'hésitation. Parce que clairement, tous les gars ou tous les supporters du Stade français n'auraient pas répondu tout de suite « Oui, bien sûr, je fonce ». Et c'est à souligner parce que c'est justement un des préjugés qu'on va vouloir combattre sur cette émission. J'espère que l'année, tu es d'accord. Le dernier tour de la table et non des moindres est un des journalistes les plus sidérants que j'ai croisé dans ma courte carrière, aussi bien à l'aise pour parler d'haltérophilie bulgare des années 80 que des problématiques liées au professionnalisme des pongistes saoudiens. Sa culture n'a d'égal que sa passion. Il se bat pour mettre en lumière toutes les formes de sport, surtout ceux qui n'ont pas la chance de passer à la télé. C'est Rémi Dos Santos. Salut Rémi. Salut Pierre, c'est la plus belle présentation qu'on ait fait de moi. Ouais, j'espère. Ouais, c'était l'objectif, c'est que tu pleures. Non, c'est tu sévis actuellement sur Sud Radio, mais pas que, parce que tu as lancé ton média, Les Outsiders. Est-ce que tu peux nous en dire un mot et quel est le principe ? Eh ben, c'est un média sur Twitch, un média de diffusion de sport, et on s'attelle à diffuser des sports qui ne sont pas diffusés, qui sont boudés par les grands diffuseurs télé habituels. Et l'objectif, c'est permettre aux gens d'y avoir accès gratuitement et d'offrir justement cette visibilité à ces sports, compétitions qui n'ont pas la chance d'avoir une médiatisation. Messieurs, madame, avant de démarrer, je vais quand même expliquer comment on va faire pour illustrer tout ça. Nous, chez nous, à Legendary Plays, on a un objet qui s'appelle un play. Alors je sais que vous allez me dire « Ah Pierre, c'est quoi un play ?» Vous inquiétez pas, je vous explique tout. Un play, c'est ça. Vous l'avez compris, c'est un concentré d'émotions, c'est une capsule temporelle qui vous permet de revivre vos plus beaux souvenirs en quelques secondes. C'était un objet à collectionner sur le site legendaryplace.com. L'idée qu'on a, c'est évidemment de vous faire plaisir à tous les deux. Flo, cette finale, j'imagine que tu t'en souviens. Christophe Dominici qui glisse sur les genoux avant d'aller marquer un essai décisif. Ça te fout les poils de revoir des images comme ça ? Surtout Domi, quoi. Ouais, j'espère qu'on va pouvoir revivre ces émotions-là bientôt. Ah, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein ? Je crois en l'équipe, moi. Moi, je pense que peut-être pas cette année, mais... Tu sens que ce groupe a quelque chose à faire ? Je sens qu'il y a quelque chose depuis cette année, en fait. Il y a moyen de faire quelque chose, pas forcément cette année, mais le club, je trouve, il remonte assez bien. Le groupe me paraît soudé. Bon, je suis pas dans le groupe, je peux pas savoir. T'es pas dans le groupe, mais t'y es quasiment. T'es au contact du groupe quasiment tous les week-ends, hein, parce que on voit passer les vidéos, les photos, les podcasts. T'es quand même très impliqué, même si tu ne. Trop impliqué. Ouais, un petit peu trop. Ouais. Lénaïque, t'es pas sans savoir que malheureusement des images comme ça sur le championnat de France élite en rugby féminin, c'est pas facile. Ouais. C'est un championnat qui n'est pas peu médiatisé.
On va quand même se pencher sur ta carrière à travers certains plays. Malheureusement pour nous, on ne va pas pouvoir le faire avec du rugby féminin. Mais, et ça fait partie des choses qu'on va devoir évoquer, c'est ce traitement-là, on espère qu'il va changer. Évidemment, ouais, c'est vrai que malheureusement, on peut pas voir des extraits des plus beaux essais, des highlights de matchs où on voit de l'action, on voit des émotions à travers le rugby. Et c'est dommage parce que finalement, on oublie un peu notre passé parce qu'on n'a pas ces images qu'on peut montrer, et notamment dans les clubs où notre championnat n'est pas encore diffusé. Il y avait eu un gros pas en avant en 2015-2016, où je crois que c'est l'équipe de Lille contre l'USAP qui est passée un week-end sur Canal+. Je me rappelle, il y avait même Isabelle Uturburu au bord du terrain pour poser des questions. Puis il y avait la rivalité Lille-Montpellier qui à un moment sur Eurosport existait à travers les phases finales. Et puis après, plus rien. En fait, peut-être que c'était trop tôt, peut-être que les équipes n'étaient pas encore tout à fait prêtes. Je pense qu'il y a eu un énorme élan après la Coupe du Monde 2014 qui a eu lieu en France, au Stade Jean-Bouin à Paris, où en fait, tous les acteurs ont eu envie de donner un peu plus de lumière au rugby féminin. Mais je pense que dans les équipes de championnat, les équipes n'étaient pas prêtes à la haute performance, contrairement à l'équipe de France qui avait peut-être plus de temps pour s'entraîner et du coup d'avoir une vraie performance et un jeu attractif à regarder. Puis il y a le réflexe de la comparaison systématique aussi qui existe pour tous les sports féminins. On dit souvent, regarde par rapport aux hommes, ce qui est complètement crétin, et on espère que tous ces réflexes-là... Non, mais parce qu'il y a un réflexe de consommation qui fait qu'aujourd'hui, le rugby qu'on regarde à la télé, c'est forcément des gars qui s'entraînent 5 fois par semaine depuis 10 ans. C'est pas encore le cas pour toutes les équipes de rugby. Je pense que pour le coup, les gens sont beaucoup plus bienveillants parce que justement, ils se disent, ces nanas, elles s'entraînent comme des malades, comme un peu les garçons, mais elles sont pas payées. Et en plus de ça, elles doivent travailler et se lever le lundi matin à 8h quand le week-end, tu es rentré des fois à minuit, 1h, des fois un lundi matin à 7h, je suis rentrée de Perpignan. Le voyage de l'enfer. Le voyage de l'enfer, on part du Stade Rennais le vendredi soir autour de 5-6 heures. On fait tout le trajet en bus le samedi aussi pour aller à Perpignan. On s'arrête en cours de route. On arrive le samedi après-midi vers 4-5 heures de l'après-midi. On joue à 3h, à 15h le dimanche. Et juste après le match, on file et on arrive le lundi matin à 7h du mat. Et là, il faut aller bosser. Et quand t'as passé tout ton week-end dans le bus, t'as beau aimer le rugby, t'as beau aimer ton équipe, franchement, tu te dis pourquoi je fais ça à des moments et c'est dur. C'est dur. Vraiment, c'est dur. Et aujourd'hui, ce qui est... Tu vois, tu parlais aussi de... Je vais te raconter une anecdote parce que je sais que t'es là pour ça. Mais... Je suis là que pour ça. Tout n'est qu'un prétexte pour les anecdotes. Mais tu vois, tu parlais tout à l'heure de la médiatisation et le télévisuel, et du coup la difficulté d'avoir des extraits des matchs. Clairement, il y a 2 ans, je jouais encore au Stade Français. C'était les bénévoles qui étaient du coup en charge de capter. Donc il y avait personne qui était vraiment avec analyse vidéo, capable de capter les images de façon professionnelle et du coup d'avoir de la qualité d'image. Et ça arrivait sur plusieurs matchs où elle est où la caméra, on a oublié d'appuyer sur le bouton on. Non mais en fait moi ça me rendait dingue parce que j'avais envie d'être performante, j'avais envie d'analyser ma performance individuelle, j'avais envie d'analyser la performance collective, faire mes propres stats, je faisais mes propres stats et en fait je n'avais pas les moyens de le faire et ça c'est peut-être le plus dur quand tu veux jouer à haut niveau et que toi tu joues en équipe de France à côté. Alors depuis ils ont je crois qu'ils ont eu le Stade Français a investi justement sur de la captation des matchs au stade, mais c'est encore trop compliqué. Et quand j'ai voulu partir en Angleterre jouer en Premiership, on t'a demandé des vidéos. On m'a demandé des vidéos et j'ai dit moi j'ai sorti les vidéos de la Coupe du Monde de rugby, les vidéos avec l'équipe de France. On me dit non, des vidéos de club. Et j'ai dit voilà ce que j'ai, c'était des trucs pris de hyper loin, hyper pixelisés. Donc et ils avaient du mal à comprendre parce que les Anglais, eux, ils ont déjà commencé à filmer tous les matchs. Il y a une plateforme en ligne, justement, qui permet de voir tous les matchs de la Premiership et plus des matchs qui sont diffusés sur la BBC ou ITV le week-end.
Donc ça, c'est pour moi la grande différence. Et les matchs sont commentés. Enfin, il y a un show autour du match. Enfin, là, c'est vendre un produit pour qu'il soit attractif. Et en plus de ça, il y a les meilleurs joueuses du monde maintenant qui sont attirés par l'Angleterre et qui jouent dans le championnat. Un championnat que tu as touché du doigt, mais on va y revenir justement dans ce retour sur ta carrière en 5 dates. On va découvrir aussi tes 15 de légende, version homme et version femme. Là où on est tranquille, c'est qu'on ne pourra pas mettre que des Bretons, puisque en équipe de France masculin, il n'y en a pas 50 000. Le moment que vous attendez tous, les 5 questions qu'on n'a jamais osé poser à Lénaïque Corson. Et puis on finira avec la séquence que CNN et les États-Unis nous envient, le quiz de la mort. Et oui, celui-là, il est quand même plutôt cool. Normalement, c'est ce qui permettra de départager autour d'une question nos invités. Qui connaît le mieux la vie de Lénaïque Corson ? Lénaïque Corson ou le fan du Stade Français? Ça va risque d'être hyper serré. Moi, en tout cas, j'ai tout faire pour te faire gagner. Voilà, c'est un suspense de fou malade. Il me regarde même pas dans les yeux. Il a peur. Il a peur. Et je comprends. Physiquement, tu fais flipper. C'est parti pour Rugby Légende. Pour commencer, on va remonter le fil en douceur de ta carrière en commençant par le commencement. Et pour ça, Rémi a dressé ton portrait. C'est ce que j'ai appelé Lénaïque Corson pour les nuls. Alors Lénaïque, tu es né le 15 mars 1989 à Paimpol, dans une région où, paraît-il, les gens ont des chapeaux ronds, où il ne pleut que sur les gens comme moi. Ton prénom est d'ailleurs d'origine bretonne, et j'ai fait mes recherches. L'âge moyen des Lénaïques est de 29 ans, donc peut-être changer de prénom pour passer du bon côté. Ta jeunesse se passe en extérieur, ta maman est prof de sport, elle t'inculque le goût de sauter, courir, lancer. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que tu débutes l'athlétisme à 6 ans. Par l'heptathlon, c'est pas banal. Parce que juste courir un 800 ou sauter en longueur, c'est pour les nuls, a priori. On va tout faire d'un coup, quoi. Tu ne deviens pas Eunice Barber, les jeunes n'auront très clairement pas cette ref, mais ton idole, c'est Marie-Josée Pérec. Les jeunes n'auront encore moins la ref. Voilà. Quand même, triple championne olympique. Bien sûr. Non, je rigole. Mais tu pratiques ça pendant 14 ans, jusqu'à tes 20 ans, puisque oui, Pierre, 6 plus 14 égale 20. Je ne suis pas que beau, je suis bon en maths. Ouais, je vois ça, mais ça m'a bluffé, j'étais circonspect, j'étais dans ma tête encore en train de compter, c'est pour ça que j'ai pas réagi tout de suite. Tu débarques à Rennes pour faire tes études, c'est là que tu découvres véritablement cette chose mystérieuse qui est le rugby, alors que ton papa est coach de rugby, a priori. Alors, moi j'ai ma théorie, c'est comme le mien qui a toujours essayé de m'apprendre le portugais, quand ça vient des parents, ça marche pas. Et ce qui est incroyable, c'est que tu découvres le rugby par hasard. Ça rentrait dans les plages horaires de tes cours et du coup tu as choisi le rugby parce que, alors ça t'attirait évidemment, mais c'est parce que au niveau de ton agenda, de ton emploi du temps, ça collait. Ça veut dire que en gros tu avais un cours d'éco-gestion supplémentaire le mercredi, c'était échec ou belote. Mais donc tu débutes le ballon ovale, tu es rapidement doué, tu intègres donc rapidement l'équipe, tu pars même en Australie pendant 1 an. J'ai pas de photos, j'espère que tu as testé la coupe mulet. Non, j'ai les tresses, les nattes. Ça a toujours été la mode en Australie. Je sais pas, j'ai jamais pris les pieds en Australie. Tu reviens en 2011, tu intègres donc le Stade Rennais, je le disais, tu découvres l'élite 1 et même l'équipe de France en 2012, à 15, à 7, à 13, à 22. Tu es même là de la prépa pour les Jeux de Rio, que tu manques malheureusement. Tu te rattrapes 1 an plus tard en Irlande, où à la Coupe du Monde tu termines 3ème avec les Bleus, tu es nommé dans l'équipe type. Tu marques un essai lors de la finale pour la 3ème place contre les États-Unis. Puis en 2018, tu rejoins le Stade Français. Selon tes dires, cela te permet d'éviter de trop nombreux allers-retours pour aller en sélection. Même les Néo-Zélandais qui venaient à l'époque où le Stade Français ne gagnait pas étaient plus honnêtes sur leur venue au Stade Français à Paris. Non, c'est vraiment vrai. Non, elle est venue pour la drogue. Pour le coup, j'avais envie de jouer toute ma carrière au Stade Rennais et j'avais pas envie de partir. Moi, j'admire énormément des joueurs qui ont eu qu'un seul club, à l'image d'Aurélien Rougerie, Chavancy, tu vois, qui se battent pour un maillot pour un club. C'est tendance à tout ramener au Stade Français. Fais gaffe. Et je pense qu'en plus, quand tu viens de la Bretagne et que t'as pas beaucoup le respect des clubs d'ailleurs, enfin, je pense du Sud particulièrement, t'as encore plus envie de prouver. Donc non, pour le coup, si tu veux, dans le rugby féminin, parce que tu n'as pas forcément le contexte, mais quand tu gagnes 1000 balles par mois et que tu es obligé de payer tes allers-retours pour rentrer à Rennes, au bout d'un moment... Ça finit par te coûter des ronds de jouer. Voilà, c'est ça, exactement. Donc il y avait le plus simple d'aller jouer sur Paris et surtout, il y a une année où je me suis blessée 8 fois. Donc je jouais plus beaucoup avec l'équipe de France A7, hormis m'entraîner et faire de la réhab. Donc au bout d'un moment, tu as envie de jouer un peu en club. Donc plus simple.
On continue. T'as un petit peu bougé quand même. Là, reprends la main, Rémi, parce que là, très clairement, t'as juste ouvert la porte et ça a engouffré, quoi. Ah, mais reprends la main. Moi, j'étais content avec ma petite blague. Et puis, bien sûr, et ça a mal tourné. Très clairement. T'as renvoyé très 22. Mais d'ailleurs, à ce moment-là, tu t'écrases tout quasiment avec cette équipe de France. Vous gagnez 5 fois le 6 Nations sur la période. C'est une période dorée pour l'équipe de France de rugby. Et à côté de ça, tu mènes ta carrière professionnelle à côté. T'as un contrat à temps partiel. Tu travailles dans le marketing. Au sein de la GMF, mais cette brillante carrière s'arrête en 2022. Toi, la grande femme du rugby, la carrière se fait parfaitement. Tu pars chez les ennemis anglais. Incroyable. Tu signes chez les Wasps. C'est la descente aux enfers, quoi. Rennes, le Stade Français, l'Angleterre. Je veux dire, là, c'est vraiment la meuf a rien compris. C'est très clair. Bon, c'est très clairement pas pour la nourriture que tu es parti là-bas. C'est pour goûter au haut niveau. Malheureusement, ça tourne au court. Soucis financiers chez les Wasps. L'alerte aurait dû te prévenir, mais non, tu ne rentres pas, tu vas chez les Harlequins derrière. Comme une Bretonne, écoute. Et finalement, après une saison là-bas, certainement dégoûté parce que tu as vu du rugby en Angleterre, tu décides de mettre un terme à ta carrière professionnelle, mais derrière, depuis, tu as donc ta deuxième carrière qui a commencé, tu travailles dans les médias, tu t'investis auprès de la Fédé, ton cheval de bataille, on en a parlé, c'est la diffusion de l'Élite 1, on l'espère le plus rapidement possible autour de cette table. Hop, attends, je note le point féministe. Ça passe toujours auprès des gauchos. Ça c'est fait. Bravo d'ailleurs, Rémi. En parlant de gauchos, tu es aussi très touché par la défense dans l'environnement. Transmission de ta mère aussi. Alors, gaucho, pour le coup, je t'arrête tout de suite. Je pense que ça concerne tout le monde. Ouais. Alors, qu'importe le parti politique. Je t'arrête tout de suite, je suis de droite. Non, mais pour le coup, c'est pas. Enfin, ça, je me bats un peu et tu vois, je suis désolée, du coup, on peut prendre le temps d'en parler parce qu'on en parle pas forcément beaucoup aussi de l'environnement dans des podcasts où on nous donne la parole pour parler de rugby. Et pour le coup, quand j'ai décidé de m'engager, ça n'a pas été simple. Et mon père m'a fait cette réflexion. Si tu parles sur l'environnement, fais attention parce qu'on va te coller une étiquette d'écolo, de bobo, de tout ce que tu veux. Et moi, je dis, en même temps, c'est mes convictions. On est en train de perdre aussi nos abeilles là devant nos yeux et on ne dit rien. Pour moi, c'était pas possible de savoir qu'on était en train de, enfin on va dire le réchauffement climatique, moi, se concrétiser devant mes yeux et de ne rien dire, c'était pas possible. Et c'est pour ça que j'ai utilisé mes réseaux sociaux pour parler à ma communauté, aux gens qui me suivaient, sur comment on pouvait préserver cette nature qui nous entoure et montrer la dépendance aussi qu'on a vis-à-vis de cette nature. Parce qu'on est au bout de la chaîne alimentaire. Donc pour le coup, non, je parle plutôt d'actes citoyens que tout le monde devrait au moins s'ouvrir à ces sujets-là. Et paf dans ton museau. Voilà, et que c'est pas un parti politique. Voilà. Bon, on t'évitera les vannes, j'espère qu'il n'y en a plus dans le papier. Non, attends. Attends, vas-y, voilà, on règle les dernières, bon celle-là, j'ai pas la faire. Il paraît que ta mère peignait des pancarte chasse interdite pour emmerder les chasseurs. Je sais plus où j'ai dit ça, mais ouais, t'as bien dit. J'ai trouvé ça, je trouve ça formidable. Ouais, je vais le faire aussi chez moi. On embrasse les chasseurs. Ouais. Ceux qui sont pas sûrs. Et d'ailleurs, cet engagement environnemental t'a valu les surnoms de Madame Gourde ou Madame Poubelle, a priori. Ouais, parce que tu l'as pas dit, mais j'ai travaillé au Stade Français à monter la politique RSE du club. Et notamment sur le côté environnement. Je disais, on utilise beaucoup trop les bouteilles en plastique et j'étais choquée pendant le Covid de voir que les joueurs ne se responsabilisaient pas du tout. Ils étaient sur le terrain, on amenait les bouteilles d'une marque connue qu'on ne dira pas. Vous pouvez couper ça, mais c'est... Bref. Oui, on le dira pas si tu veux. Non, mais en plus c'est pas, c'est comme si c'était Coca ou... Oui. Bref. T'as dit Coca là par contre. Ouais, bon, on vous couperait, d'accord, on est... D'accord, allez super. Je vais tout garder. Attends, on en repartait d'où? Politique RSE. La politique RSE du Stade Français Paris. Et l'idée, c'était de diminuer. L'idée, c'était de diminuer les déchets à usage unique et notamment les bouteilles en plastique que les joueurs utilisaient énormément pendant le Covid. Ils buvaient une gorgée et puis après ils jetaient au bord du terrain. Ils ne la mettaient pas dans la poubelle. Les intendants le faisaient. On ouvrait la poubelle. C'était bourré de bouteilles plastiques à moitié pleines. Et moi, ça me choquait déjà d'une, le comportement peut-être des joueurs où soit on les responsabilise pas aussi là-dessus, et de deux, de voir le gaspillage d'eau, de plastique. Et je me suis dit, un peu de cette révolte-là, de ce que je pouvais voir, je me suis dit comment on peut faire la révolution au Stade Français et mettre en place les gourdes. Et ça a été un vrai succès parce que
au-delà des convictions que je portais, il y a aussi une équipe autour de moi, même si on déposait les déchets effectivement sur mon bureau pour me titiller et sûrement me faire parler, je restais calme. Et c'est loin quand même. Ça on parle de gourde quoi, c'est pas ça va, c'est pas des gestes écologistes de fou, c'est pas genre on crève les pneus des bagnoles sur le parking quoi. En fait, t'arrives en 2020, tout le monde boit dans des bouteilles en plastique, personne prend de gourde. Donc en fait, tu casses. J'ai l'impression que tu m'en veux personnellement. Non, parce que regarde, tu as été nous remplir ce petit pichet. Une gourde, mais elle est à la maison. Aïe. Non mais très bel engagement. Alors Rémi, on va reprendre le fil parce qu'il y a quand même une émission, un cadre. Je veux dire là, c'est quand même sérieux. On a perdu. J'ai fini. Très bien. Voilà. Je finissais sur ce volet environnemental. Je suis content que tu aies répondu là-dessus. Non mais changer les comportements, en tout cas, ça peut être très très long, mais par contre il faut trouver, c'est comme au rugby, c'est de la cohésion d'équipe, comment on peut trouver des alliés dans son équipe pour faire passer des messages, et derrière je pense qu'au club j'ai fini par trouver des gens aussi qui avaient envie de se bouger, qui avaient envie de faire des petits changements, et on s'est fait un peu une green team au club pour que maintenant ça devienne banal de prendre sa gourde au club. T'as fait ça de quand à quand au stade ? 2020 à 2022. Juste avant de dire c'est pour ça qu'elle est partie. Il y a plus. C'est pour ça. Et je crois que maintenant dans les coursifs du stade, il y a le tri des déchets organiques aussi. Parce que ça aussi c'était oh mais non les déchets organiques au club ça va puer dans le couloir, c'est pas possible. Mais maintenant avec la loi AGEC on est obligé. On va tout reprendre désormais. Date par date, point par point. Rémi a tout survolé. Déjà, est-ce que tu te reconnais dans ce portrait ? Oui, j'ai pu retoucher t'as refermé à des moments où... deux plaquages cathédrales. Voilà, t'as refermé son museau une ou deux fois à Rémi, mais bon, on va tout reprendre date par date. Nous sommes en 2009. Tu es une jeune femme de 20 ans, j'ai le droit de le dire parce qu'on a le même âge. Pour resituer à peu près où on est dans l'ère rugby, en 2009, il se passe ça. C'est le premier titre de Perpignan depuis fort longtemps. Ils vont battre Clermont en finale. Déjà, Lénaïg, est-ce qu'à ce moment-là de ta carrière, tu t'intéresses déjà au rugby de près, de loin, filles, garçons, ou pas du tout ? Si, je pense que ça a commencé un petit peu... quand j'ai démarré le rugby, je ne connaissais rien parce que je m'y intéressais pas forcément. Je m'y voyais pas forcément quand je voyais même les joueurs à la télé... Pour moi, il y avait trop de monde sur le terrain, les règles étaient trop compliquées, c'était trop un sport de barbares. Donc, je me voyais pas faire ce sport, pas du tout. Et tu l'as dit, Rémi, en fait, c'est un peu par hasard. Et parce que mon père me dit « Ah, mais t'as le physique, tu veux plus faire d'athlé, va faire du rugby. » Je lui dis « Ouais, bon, on verra. » Moi, je voulais faire du hand, du volley, du basket, des sports où j'avais déjà vu des femmes le jouer. Et puis en fait, le rugby, c'était le seul sport qui correspondait. Donc à l'emploi du temps. Donc c'est comme ça que j'ai démarré. Et du coup, quand j'ai démarré, il a fallu reprendre tout de A à Z. Culture comprise. Ah oui, alors culture oui et non parce que mon père était quand même coach de rugby, donc il regardait à la télévision les matchs. Tu avais déjà vu des matchs à la télé quoi. Donc voilà, j'avais déjà vu des exploits de certains joueurs qui sont dans mon 15 de fantasy, non comment on appelle ça, 15 légendes de légende. 15 de légende, pardon. Non mais tu peux appeler ça fantasy si tu veux, moi j'aime bien. C'est ça le côté. Ils le disent comme ça en anglais, non le fantasy team ou un truc exactement. comme ça. C'est pour ça. C'est vrai. C'est son côté britannique. 15 de la fête. Ouais, bien sûr. Rémi, je crois que tu avais une question. Attends, on regarde pas. Elle a vu la suite. On regarde pas. Je regarde pas. Quand tu as commencé, tu avais 20 ans, tu avais 15 ans quasiment d'athlète derrière toi. Est-ce que ça t'a aidé ? Je pense que tu as des qualités de puissance, de vitesse. Est-ce que c'est aussi dû à l'athlétisme ? Est-ce que ça t'a aidé sur tes débuts ? Il y avait un travail technique à faire certainement. Mais au niveau. Je pense que déjà, je peux remercier mes parents parce que faire 1m86. 90. Alors avant, je faisais pas 90 kilos, mais j'étais 80 kilos quand je suis arrivée au rugby. Donc j'ai pris 10 kilos au rugby. mais forcément, ça aide. Enfin, j'avais un profil qui était hyper athlétique, qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir dans le milieu. Et du coup, forcément, je suis arrivée au club, tout le monde me regardait comme ça. Et les filles, surtout au Stade Rennais, c'était un club qui était déjà dans l'élite, en top 10 à l'époque. Top 10 à l'époque. Et il y avait beaucoup de joueuses internationales. Et donc, elles m'ont pris sur leur aile. Alors,
prendre quelqu'un sous son aile en 2009, c'était un peu de m'aboyer dessus. Okay. C'était pas viens Léna, on va t'expliquer ça. Non, c'était qu'est-ce que tu fous ? On te faisait comprendre quand tu n'étais pas au bon endroit. Mais moi, j'ai toujours. Alors, je pense que je savais qui était la génération qui essayait de m'aider, me conseiller. Je savais que c'était une génération très dure, très droite, où l'exigence était le mot d'ordre, où le travail, c'était ce qui devait tous nous unir. Et on jouait pas au rugby pour l'argent. Ça, c'est clair. Et toutes les filles qui étaient au Stade Rennais, c'était pour l'amour du maillot. Et ça, je leur remercierai jamais assez de m'avoir éduquée quand je suis arrivée. Même si... Je te cache pas que j'ai fini des entraînements, j'étais en pleurs et j'en avais marre qu'on soit tout le temps sur mon dos. J'avais l'impression que c'était toujours ma faute quand il y avait quelque chose qui allait pas. C'était la fameuse engueulade pédagogique. Voilà, c'est un peu ça. Mais au final, c'est ce qui m'a formé un caractère, c'est ce qui m'a forgé une détermination, l'envie de montrer aussi, moi j'ai envie de montrer que je suis capable, même quand tu commences un sport à 20 ans. Et ouais, ça m'a forgé aussi dans la vie, tu vois, parce que le rugby c'est bien beau, mais bon, ça a été 15 ans de ma vie. Après, c'est fini, on passe à la suite. Et t'en ressors quand même avec des qualités humaines, des qualités de vaillance, de courage, d'abnégation qui, ça me servent dans ma vie d'aujourd'hui, parce que monter une association de A à Z dans le rugby féminin, ça n'a pas été simple tout le temps. Flo, pour situer un peu qui tu es, ton rapport au rugby, à la passion, en 2009, tu es déjà à bloc derrière le Stade Français. Ouais. Comment c'est venu cette histoire-là ? C'est depuis que tu es gosse ? Est-ce que ça s'attrape par la famille un peu ? Ouais, je suis allé au stade, j'avais 3 ans la première fois que je suis allé au stade. Enfin, Ok. Je comprenais rien. Ouais, bien sûr. J'allais au stade avec Il y en a qui ont 30 ans, ils comprennent toujours rien. J'allais au stade avec mon père et je venais avec les petites voitures. Donc on était en pesage à l'époque. Et mon père il amenait les voitures, je jouais aux voitures pendant le match. Puis bon, je sais plus à quel âge, j'ai commencé à suivre, à comprendre quelques règles. Et puis voilà, depuis 3 ans, je vais à Jean-Bouin, l'ancien Jean-Bouin, Charletti, Berck et le nouveau Jean-Bouin. Pas bon souvenir, Charletti, très très beau stade, avec la piste d'athlée. Quand tu étais dans la diagonale, c'était 150 mètres. Il y avait les championnats de France à Charletti. Bien sûr. D'athlée. Merci papa. Donc c'est vraiment familial, tu as attrapé ça, comme Romain sur la première émission a attrapé ça un peu par son papa. Toi aussi, c'est une passion qui se transmet. Arrive rapidement quand même pour toi, Léna, les rendez-vous inattendus. 3 ans à peine après tes débuts, tu es convoqué avec le 15 de France. J'ai trouvé un document photo qu'on va tous voir. C'est un article de Ouest France. Lénaïque Corson, une bleue chez les Bleus. T'es accompagné de 3 petites camarades. On va voir la photo arriver. Comment ça se passe, tes débuts en équipe de France, où on voit t'es toute gosse en fait? Ouais, je suis pas trop changée, si. Non. Les cheveux. Non, mais j'ai plus de style quand même, parce que le t-shirt dans le pantalon, ça je fais plus, tu vois. Oh, c'est l'époque, c'est 2009. C'était les années 80. Ah non, pardon. Non, quand je revois cette photo, alors ce qui est marrant, tu vois, et donc c'est un article du Ouest France. Exactement. Et c'est une amie qui l'écrit. D'accord. Une amie de master. Je suis en master management du sport à l'université Rennes 2. Et Rose Monneret, qui est une de mes collègues de classe, de promo, est aussi pigiste chez Ouest France. Et elle me dit, mais c'est incroyable ce qui t'arrive, et ce serait super de faire un article, parce que sinon, il y a eu quasiment rien en fait. Moi, ce qui m'a fait marrer, en fait, mon père, il me dit prépare-toi à la conférence de presse quand t'arrives à Marcoussis et tout, on va te poser des questions et tout. Moi, j'étais flippée et tout. Et la conférence de presse, il aura fallu attendre 2024 pour qu'elle existe. Ah oui. T'imagines ? C'était en 2012, il y a 12 ans. Et ce qui est dingue, c'est que mon père me disait oui, on va sûrement te poser des questions et tout. Tu parles, c'est passé dans l'incognito. Incognito. Oui, dans l'anonymat, incognito. Incognito. Anonymaco, ça marche aussi. Ça marche aussi, c'est validé par Rugby Legend. Floyd, dans ce genre de parcours un peu fou, il y en a eu un au Stade Français aussi. Si je te parle de Scott Lavala, tu te rappelles de ce joueur? C'était incroyable. Il a découvert le rugby sur le tard, il est arrivé au Stade Français, il a explosé
pas que dans les médias, il a explosé tout, y compris lui un petit peu. Et maintenant, il est Navy Seals. Et oui, c'est quand même, il est dans les forces spéciales américaines. Ce genre d'histoire-là, c'est quand même rare, mais c'est magnifique. Il n'y a qu'au rugby qu'on peut voir ça quasiment. Ouais, et puis quand ça réussit en plus, et que c'est quelqu'un de ton club, en tant que supporter, c'est une immense fierté. Je prends l'exemple de Lavala ou même toi, Léna. Vous avez tout réussi dans vos carrières, en fait. Et quand tu es supporter, que tu le vois depuis... En plus, la plus grande fierté, c'est quand tu suis le joueur depuis le début et qu'il explose, il réussit tout. C'est un titi de chez toi, quoi. C'est comme un membre de la famille. C'est ça. C'est une fierté. Ouais, voilà, la construction d'un joueur ou d'une joueuse, c'est... parce qu'on n'a pas tout réussi, mais il y a eu des obstacles sur le chemin, et c'est aussi bien de montrer aussi ce qui n'a pas été, les moments qui ont été difficiles, parce que aujourd'hui, les jeunes aussi peuvent sentir que tout devient facile et tout ce qu'on reçoit est acquis. Et en fait, non, c'est surtout le haut niveau, il faut toujours montrer. Et on ne sait pas, surtout quand demain ça s'arrête. Et ouais, quand tu dis la construction... Enfin, moi, aujourd'hui, c'est le plaisir que je prends, maintenant que j'ai arrêté, de voir des petites jeunes avec qui j'ai démarré, qui sont en train d'exploser avec le 15 de France ou France 7. T'es fière. Je suis hyper fière de voir leur cheminement et à quel point elles ont connu des échecs, des difficultés, mais elles y sont, quoi. Elles y sont arrivées et il faudra encore travailler. Et je trouve que ça, c'est ce qui est très fort chez un sportif de haut niveau, c'est la capacité à se remettre en question, à jamais lâcher. La détermination, c'est un truc qui est en nous, quoi. Vraiment, c'est une vraie qualité pour la vie après en société. Et puis Lavala, en plus, il arrête au plus haut niveau. Une fois qu'il gagne, il s'en va. Il part sur la plus haute marche. C'est un joueur historique, quoi. Ouais, après, il fait sa passion, donc tant mieux pour lui. Ce qui est fou, c'est qu'il arrive à atteindre ce côté historique en n'étant pas un très bon joueur de rugby. C'est un super athlète, ultra puissant, mais clairement, avec une balle, c'était très limité. Du coup, c'est pour ça que tu me compares à ce que tu as comparer le parcours, Lénaïque, parce que sache que tu as des mains de qualité. Au début, tu sais que j'attrapais pas un ballon. Hein. Ah deux poils à frire. C'était catastrophique. Et j'étais tout le temps entre le 9 et le 10. Je comprenais toujours pas qui était 9, qui était 10 sur un terrain. Ça, c'était catastrophique. Pour en revenir à nos moutons, on arrive quand même globalement aux années fastes. Rémi l'a évoqué, 2013, 2014, 2015, 2016. C'est quand même une époque qui est marquée par deux revers, ou en tout cas deux incompréhensions, en tout cas pour le grand public. La Coupe du Monde 2014, les JO 2016, 2 fois, tu es pressenti pour intégrer l'équipe, même pour être une des cadres, et 2 fois, tu n'es pas pris pour ces compétitions-là. Est-ce que tu as compris moi, j'avais commencé le rugby en 2009, donc tu vois, je reste quand même... je sais où était ma place, tu vois. C'est pas en termes d'expérience, c'est en termes d'apport, on va dire que ton profil, tes qualités faisaient que tout le monde trouvait que c'était légitime de t'imaginer dans les 2 compétitions. Est-ce que tu as compris pourquoi tu n'as pas réussi à accéder à ce niveau-là ? Je pense qu'en 2014, ça a été une vraie déception parce que, après, c'est vrai que si tu regardes de plus loin, tu dis, je commençais en équipe de France en novembre 2012, donc tu es quasiment 1 an et demi avant la Coupe du Monde. Donc, prétendre jouer, on se dit elle est peut-être encore trop jeune. Même d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit, les sélectionneurs m'ont dit on ne te prend pas, mais t'inquiète pas, t'auras encore plein de Coupes du Monde devant toi. Et moi, je trouvais ça nul comme remarque. Les Britanniques, ils disent good enough, old enough. Donc, c'est pas une question d'âge. Non. Comme Kylian Mbappé. Ouais. Et moi, c'est ce que je disais aux jeunes. Ouais, pardon. C'est ce que je disais aux jeunes filles, aux jeunes de l'équipe de France. Je leur ai dit, là, vous devez être dégoûtés d'être à Marcoussis et de vous entraîner, alors que les filles, elles sont en train de jouer le tournoi destination. Il faut que vous ayez envie de prendre leur place et que vous battez pour ça. Et c'est pas une question d'âge, de statut ou autre. Montrez ce que vous êtes sur le terrain. Et parce qu'il n'y a pas le time. Je leur disais tout le temps, il n'y a pas le time, quoi. Faut y aller maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre la place. Tu te préparais déjà à l'Angleterre, Jean-Claude Van Damme un peu. Mais non, du coup, pour revenir en 2014, ça a été une déception parce que j'avais été écartée quand elles ont fait le Grand Chelem pour le tournoi destination. Et à ce moment-là où je suis écartée, Christian Gallionnet, qui était sélectionneur du 15 de France, dit à David Courtex, qui est toujours sélectionneur de l'équipe de France A7, tu devrais essayer comme la 2e ligne à Corson, elle court vite, elle est puissante. Mal, ouais. Je pense que ça peut donner quelque chose à 7. Et en fait, je découvre l'équipe de France à 7 en janvier 2014.
Et c'est là où je fais le tournoi à Amsterdam. Et je me... Ça se passe plutôt bien en plus. Je me rends compte que ce sport, je le kiffe parce que je me sens libre sur le terrain. Je sens que tu vois, mes qualités de vitesse, de puissance, elles font la différence sur le terrain. Et je suis obligée de dire non à la sélection. Il y a un tournoi à Hong Kong et je dis écoute, je peux pas parce que j'ai mon master et que je dois passer mon diplôme et que j'ai un mémoire à passer et un stage de 3 mois à faire. Et en fait, c'est impossible de partir tous les 15 jours, 3 semaines en sélection. Donc j'ai fait ce choix de dire je préfère privilégier mes études, passer un diplôme plutôt que de partir en sélection. Et c'est à une époque, maintenant je pense que plus personne ferait forcément ce choix-là, mais nous, il faut savoir que le contrat pro, ça n'existait pas, on ne savait pas trop où ça allait, qu'est-ce qu'on allait devenir. Contrats fédéraux non plus. Non, quand je dis contrat, c'est bien les contrats fédés. Hein. Et donc, parce qu'il n'y avait pas de contrat non plus en club. Hein. Non, non, toujours pas d'ailleurs. Donc, non, ça n'a pas avancé sur ce point-là. Donc ouais, j'ai fait le choix de refuser une sélection pour valider mes études. Et ça a été dur parce que pour moi, on ne devrait pas avoir à choisir. Et pourtant, l'école ne facilitait pas les choses. Quand je partais en tournoi destination, on me disait tu vas te débrouiller pour récupérer les cours avec tes collègues, pas avec les profs. Hein. Et j'étais en master management du sport. C'est ça qui est incroyable, quoi. Te dire, t'es dans une formation sport et en fait, on fait rien pour t'aider. Heureusement, j'avais des bonnes copines qui rédigeaient bien leurs cours, mais il y avait aucun aménagement des études. C'est traité comme une absence, quoi. Ouais, en fait, on s'en fout que tu joues en équipe de France, valide son diplôme, quoi. Et après, en même temps, c'est ce qui te donne la niaque après dans la vie, quoi. Bien sûr. C'est qu'on te donne rien gratuitement. Il faut aller le chercher. Je vous signale juste qu'on va accélérer un tout petit peu sur la fin de carrière parce que nous sommes limités dans le temps, vous le savez. C'est la dure loi du sport, j'ai envie de te dire. Donc Rémi, je suis navré. Je vais devoir accélérer un tout petit peu pour aller un saut dans le temps. Magnifique. Surtout pour quelqu'un autour de la table. Chez Legendary Plays, on est du genre à faire des petits cadeaux. Flo, entre 2014 et 2016, période sombre pour l'Énec Corson. C'est passé 2015 et 2015, c'est ça. Flo, t'as le droit de commenter si t'as envie. Alors, on se resitue un peu. Finale du top 14 2015. La pénalité de la victoire signée Mornestein. Plus belle finale de l'histoire. Une finale horrible, une pure jette absolue. Les Neiges à ce moment-là, en 2016, t'écoutes, juste après cette finale, pardon, on avance un petit peu, 2016, normalement dans ton casque, tu écoutes Can't Stop the Feeling et à ce moment-là, tu arrives un peu à la croisée des chemins. Je m'explique, tu as 25 ans et tu dois décider si tu veux poursuivre ou non l'aventure rugby, pour se resituer. Tu as quoi comme plan après les Jeux de Rio? Et surtout, quelles sont tes perspectives à la suite de ça? Ouais, je veux pas que tu regardes. Il cache. J'ai des photos un peu compromettantes. J'ai vu en plus. Et j'ai vu des bandes, j'ai compris tout de suite. On fait 2017 alors. Allez, ouais, si tu veux. 2017, c'est une année un peu plus positive que 2016. Les Jeux de Rio, qui, tu l'as dit, ont été une déception. Déjà parce qu'il y a la Coupe du Monde où tu vas terminer dans l'équipe type du tournoi. Rémi l'a dit, un match de fou à Thomond Park. Tu vas devenir une figure du rugby et pas que féminin finalement. On va regarder d'ailleurs une petite image, une indiscrétion de vestiaire à Thomond Park, puisque tu vas jouer avec les Barbarians britanniques dans le stade historique du Munster. Voilà la jolie photo. Thomond Park. Comment tu expliques que d'un coup tout fonctionne? Tu fais la Coupe du Monde, t'es bonne, tu joues à Thomond Park dans un stade bien rempli pour un match de folie. Tu deviens presque une figure médiatique. Bien rempli, franchement, non, je pense que... non, bon, je retire. Dans un stade. C'est bien déjà, dans un stade. Dans un stade de légende. Mais je savais même pas en plus. À cette époque-là, j'ai manqué encore de culture et Thomond Park... T'étais contente d'y aller, mais tu savais pas le mur rouge, Limerick, pas... tout ça. Non. C'était... Non. Puis ça aurait changé quelque chose si tu l'avais ressenti? Si t'avais su à l'époque? Non, franchement, quand il m'appelle pour me dire... Tu vas être sélectionné dans la première équipe féminine des Barbarians. Déjà, je suis là, waouh, ça me paraît dingue.
ça me paraît dingue d'y être, surtout quand tu voyais les noms qu'il y avait aussi dans l'équipe. Il y a beaucoup d'anglaises. Des anglaises qui ont plus de 100 caps avec le 15 de la Rose. Déjà, tu sais que t'as inscrit un peu ton nom dans la légende des Barbarians, quoi. Et ça a été quelque chose de juste unique. Franchement, j'ai été vraiment sur un nuage cette année-là. Mais après, tu le savoures, on en parlait, tu le savoures encore plus quand tu as connu les galères de non-sélection, que tu n'as pas compris les choix, que tu as été frustré, que tu as pleuré devant ta télé parce que tu regardais les joueuses, le stade Jean-Bouin rempli à la demi-finale France-Canada. Mais je pleurais devant ma télé. Louper un événement comme ça, ça en France, tu vois. Ouais. Cette Coupe du Monde en France, elle a été quand même une sorte de tremplin, en tout cas pour le rugby féminin et le regard qu'on a pu porter sur les performances de l'équipe de France, mais aussi des joueuses de l'équipe de France. Dans la foulée de ce match-là, tu vas, comme l'a très, très bien raconté Rémi, quitter Rennes, ton club de toujours pour le Stade français. À ce moment-là, Flo, tu suis déjà les Pink Rockets ou c'est afflux de stars, parce qu'il y a quand même quelques stars qui signent en 2 ans. Il y a Camille Grassino, Chloé Pell, Koumba Diallo, Lenaïg. Est-ce que ça te donne envie de plus suivre les performances? Moi, c'est Koumba Diallo qui m'a donné envie de suivre le rugby féminin. Ok, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? C'était son style, c'était sa personnalité? Sa personnalité, ouais. J'ai beaucoup d'admiration pour Koumba Diallo. Désolé, Ah non, mais moi aussi j'ai de l'admiration pour elle. Par contre, vraiment. Je déteste Lenaïg Corson. Pour l'inviter. 45 minutes, la révélation de fou. Non, c'est Koumba qui m'a donné envie de commencer à suivre le rugby féminin, et c'était aux alentours de cette époque-là, il me semble. C'était en 2016, je crois. Et puis après, ce qui est bien, je ne sais pas si c'est le sujet, mais je trouve que le Stade français, depuis 1 an ou 2, fait l'effort de beaucoup plus communiquer sur les féminines. Ouais. Ils ont repris le community management, ouais. Et je trouve que c'est aussi le cas de façon générale. Donc après, j'espère qu'au niveau des contrats, ça suivra. C'est un cercle vertueux qu'on souhaite tous, évidemment. Sur le rugby féminin et même le rugby globalement. TV, ça serait bien. Là, tu suis un peu les matchs cette année en Elgin? Ouais, mais je suis les résultats. Je suis les résultats, mais je vois que c'est pas terrible, mais bon. Ça, c'est le problème des vrais fans, des passionnés, c'est qu'ils sont passionnés partout. C'est-à-dire que Flo, il est 90% rose, tu vois, dans sa vie de tous les jours, quoi. C'est assez flippant d'ailleurs. Enfin, chacun ses trucs. Après, j'aime bien le rouge et le bleu aussi. Hein. Oui, bien sûr, on en parlera. Les couleurs historiques. Lenaïg, on a retracé ta carrière et finalement, on se dit que comme beaucoup de joueurs, tu as vécu des hauts, des bas, des moments délicats, des grands moments de bonheur. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié ou que Rémi n'a pas évoqué ou que Flo n'a pas entrouvert dans ton parcours, dans ta vie, dans ta carrière? Du coup, tu parles pas d'Angleterre? Non, mais j'ai zappé parce que j'ai voulu aller plus vite. Tu veux qu'on parle de l'Angleterre? Non. J'ai mis le veto en début d'émission. Ouais, il a dit si on parle de l'Angleterre, je me casse. Ok. Bon, en tout cas, Lenaïg, merci de nous avoir parlé de toi. Maintenant, on va parler des autres. On va pas forcément justifier tous les choix. En revanche, ça me va. Tu vas quand même nous donner ton 15. Ok. Et on va, nous, en tant que spécialistes, évidemment, juger. Est-ce que je peux, en gros, je peux faire la première ligne et le genre que limite je préfère dans la première ligne par ligne? Comme ça, ou même tu donnes ton 15 et nous on réagit, tu vas voir, laisse-toi faire. Ok. Oui, je me laisse faire. Ok, première ligne. Cyril Baille. Évidemment. Rien à redire. Voilà, unanimité totale. Voilà. Cyril Baille. Peato Movaka, numéro 2 au talon. Ah, intéressant. Okay. C'est actuel ou c'est tout c'est celui de Lenaïg. Alors en fait c'est le mien, mais c'est surtout depuis quand je regarde le rugby, vraiment, tu vois. Donc oui. Ok, Dimitri Zarzeski, à la fois joueur du Racing et du Stade français. C'est un énorme joueur, qu'il joue au Racing ou pas, c'est respect. Rémi Peato Movaka, c'est un joueur... C'est un joueur qui peut le devenir, qui peut avoir cette place un jour dans le... Joueur atypique, 125 kg, qui met des 4 deb. Qui met 72 essais par match. Oui, joueur étrange. Mais étrange, incroyable. Exactement. Non, mais c'est un ovni. C'est le terme. Moi, je l'ai trouvé juste incroyable pendant cette Coupe du Monde de rugby en France. Ouais. Il prenait des petits coups de pied, enfin il faisait des petits coups de pied par-dessus, des débordements bord de ruck sur l'aile. Tu sens qu'il se sentait libéré de fou. Et il devait même pas être titulaire en plus de base. Il devait être remplaçant, enfin je pense. C'était super sub de Marchand, bien sûr. C'est ça. Et en fait, il a pris le maillot, il a pris la place et pour le coup, moi ça me régale de regarder du rugby jouer de cette manière-là. Bien sûr, on regarde. C'est notre ADN, le French flair, c'est ce qu'on a envie de voir sur un terrain. Non mais en vrai. Mais tu as raison. Pilier droit.
Nicolas Mas. Ok, bon là aussi le bus, pas grand chose à dire. Ouais. La puissance, évidemment, encore. La puissance en mêlée, très costaud. Ouais. Mais c'est une émission à thème. Une émission à thème, puissance, bien sûr. Deuxième ligne. Bon, là, on va pas trouver des. Ouais, alors là, en fait, c'est. Oui, t'as fait une coquinerie. J'ai fait une coquinerie. En 4, j'ai mis Imanol Arinordoki. Évidemment qu'il était plus à jouer numéro 8 ou à l'aile de la troisième ligne. Oui. Mais tu t'es dit, comme on fait jouer Cameron Wauquiez en deuxième ligne. Voilà, exactement. Je me suis dit que dans peut-être l'ère actuelle, il aurait pu jouer deuxième ligne. C'est pas faux. Il fait un 98, je crois, Imanol. Donc c'est possible. Voilà. Ça n'est jamais arrivé, mais c'est possible. Voilà. Je me demande s'il n'a pas dépanné dans la cage à Toulouse. Je vais vérifier ça. Non, mais vraiment, je me pose la question. En cours de match, c'est possible. Qu'il soit monté une ou deux fois. À ses côtés. J'ai mis Thibaut Flamand. Je suis très très fan de son jeu et pour le coup tout du deuxième ligne moderne, savoir courir vite, longtemps. Est-ce que ça serait pas une sorte de Lénaïque Corson? J'allais te dire qu'on a un parcours atypique comme le tien. Il commence le rugby tard. Il est parti jouer en Angleterre aussi. L'Angleterre, je me demande s'il n'a pas joué les Wasps. Bien sûr, les Wasps. Et puis même dans le jeu, il y a un truc, il y a un lien. Ouais, moi c'est pour ça que presque j'aime bien. mis dans ton 15. Ouais, c'est ça. J'aime trop son style. J'adore. En 6, à la troisième ligne, j'ai mis Titi du Sautoir. Oui, bon là, incontournable. Ouais. Voilà. Dieu. Le charisme, le plaqueur qu'il était, mais aussi le double projet. J'ai trouvé ça cool que en fait un joueur aussi soit parce que les sportifs on nous prend vraiment pour des teuteux à des moments et comme si on ne pouvait pas faire des études et être un minimum intelligent. Et je trouvais que c'était l'image du mec qui a su mêler double projet avec une école d'ingénieur, un diplôme d'ingénieur. Maintenant il a encore passé d'autres diplômes mais en même temps que pendant une carrière de haut niveau et un contrat pro, chapeau. Voilà. Oui, c'est vrai, il est plus diplômé que moi, qui n'ai jamais fait de carrière pro à côté, tu vois, donc ça prouve quand même que c'est pas mal. Numéro 8. Non, pardon, 3e. Oui, si on fait 6, 7, 8. Oui, c'est 7. 7, j'ai mis Yannick Nyanga. Okay. Yannick Nyanga, pareil, un peu à l'image d'une Julie Henry qui court partout, suractivité sur le terrain, un gros plaqueur. Et bon, on touche en plus. En 8, j'ai mis Mathieu Bastaro. Ok, le Mathieu Bastaro, deuxième carrière. Voilà. Ouais. Alors, du coup, je le choisis plutôt en V1, mais il fallait qu'il soit dans mon 15 à la fantasy, donc je l'ai mis en 8. C'était un de tes crushs quand t'étais gosse, Mathieu Bastaro? Non. Ah ouais? Non, mais en 7 et 8, j'aurais mis. Non, mais toi. Oui, non, juste. Pardon, je me suis mal exprimé. Mathieu Bastaro, version Stade Français, quand t'étais gamin, c'était une méga star. Est-ce que toi, c'était un joueur qui te plaisait? Oui, il me plaisait beaucoup, mais c'était pas mon joueur préféré. C'était qui ton joueur préféré? Meilleur Bosman. Ah, bien sûr, évidemment. Mais bien sûr, c'est son pseudo sur Twitter si vous voulez le suivre, Flo. Meilleur Bosman, des tweets de qualité garantie. Ouais, bien. Non, parce que meilleur Bosman, c'est quand même rare. Enfin, je veux dire, il y a peu de gens qui kiffent vraiment meilleur Bosman. Sa grand-mère, je crois. Ouais, ses parents aussi, même s'ils préfèrent son frère. Oui, parce que bon, des histoires. Pardon, on digresse. Ouais. Excuse-moi. Et en plus, je vois le temps qui passe là. Oui, non, mais c'est cuit. Okay. Là, on va péter les 2 heures. Ok. En 9, je mets Nolan Le Garec. Tout à fait. Choix très intéressant. Parce que Antoine Dupont, c'était trop simple et c'était évident. Ok. Et que quand même. T'as pas mis Maxime Lucu. Non, je rigole. Le mec qui te met vraiment dans la difficulté. Très bien, tu prends. Non, mais je voulais mettre un breton parce que. Parce qu'on a un peu la fierté quand même de. Je crois que c'est le 2e joueur breton à faire partie du 15 de France. Tout à fait. Et c'est pas rien, même si on a plein de joueuses internationales de Bretagne. Contre 76 000 joueurs de la région Haute-Garonne, Languedoc-Roussillon. Mais Covid était pas loin. Oui. De l'équipe de France? Il a été champion. Oui, des U20 en tant que capitaine, mais bon, après il était peut-être un peu court pour la grande équipe de France. Moi, ça m'aurait fait plaisir. Arthur est un gars brillant. Très vraiment, c'est un très bon gars. Voilà, tu as dû lui parler quelques fois. Quelqu'un de brillant. Mais il n'est pas dans le 15 de légende de l'Enaïg. Bon. Non, j'ai mis un autre breton. Ça aurait pu faire la charnière. Le Garec en 10 et Arthur en 9. Pardon. On est d'accord, on ne choisissait que des gens qui avaient une sélection à 15. Tu choisis ce que tu veux. Voilà. Ok, oui. Parce que sinon, moi, je peux mettre mon père en 3e ligne. Bah, vas-y. Alors, j'ai mis mon cousin parce qu'il est hyper sympa. Oui, bon, là, on va perdre du temps. Alors, ok, en 10, j'ai mis Frédéric Michalak.
et Thomas Castagnède. Ok, pas tout à fait le même style, mais... Pas le même style, mais alors, en fait, clairement... T'étais amoureux de Thomas Castagnède. Moi, j'étais un peu amoureux de Thomas Castagnède, ça, je le fais. Ouais, moi, en fait, c'était... Il faisait la pub, manger 10 fruits et légumes par jour, tu vois. C'est vrai. Et je me rappelle avec son maillot et tout, et je sais pas, c'est... Mais en fait, je trouvais ça trop stylé de voir des joueurs de rugby à la télé dans les pubs, quoi. Ah, c'était juste la pub. Moi, je vais te dire, non. Thomas Castagnède, pour moi, non, mais je sais pas, j'étais trop jeune. Je regardais même pas le rugby, tu vois. Ah, je regardais même pas les garçons. C'est fou de moi. Non, pour moi, c'était vraiment. Non, mais je sais pas, j'avais quel âge ? Je devais avoir même pas 10 ans. On a le même âge. Donc, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. À une âge près, quoi. Un peu avant. Bah, moi, je regarde pas plus que ça le rugby. Je regardais l'athlète, je regardais Marie-Josée Pérec. Et Marie-Josée Pérec. Frédéric Michalak, j'étais une grande fan aussi. Je faisais de l'athlé et j'étais à l'internat et je découpais toutes les dernières pages des Rugby Mag et je les affichais dans ma chambre d'internat et j'enfilais à toutes mes copines. Ok, c'était que Rugby Mag. C'était la dernière. Ouais, en fait, il faisait la pub Nike et donc du coup on le voyait en grand plan et du coup comme toutes les filles étaient amoureuses, je leur filais les couvertures du Rugby Mag. Je vois donc que c'était toute la France parce que moi qui ai fait mon lycée à Toulouse, peut te dire que Michalak, rockstar des dortoirs. C'était la star. Il y avait que lui. C'est le premier et le seul, je crois, qui a eu son burger chez Quick. C'est vous dire la popularité avec Nicolas Anelka à l'époque. C'est vrai, avec Anelka, exactement. Ah ouais, t'as vu, ça claque, hein. Je te Tony Parker aussi. Bon, en gros, les 10... Là, on sent vraiment les fans de Quick, c'est un peu flippant. C'est un peu inquiétant. On va aller en discuter après, je pense qu'on va payer un petit truc. Ozel. Ozel, j'ai mis Gabin Villière. Parce que... pardon ? Le ratel. J'ai compris le raté, j'ai compris. Non. J'ai fait Non, Gabin, j'aime beaucoup. Il a explosé sur le rugby à 7. Et franchement, t'as l'impression que tu pouvais être à 3 et 4 sur son dos. Le gars continue d'avancer. Et pareil, toujours un peu cette agressivité, toujours dans le... J'ai envie de jouer là. Mais je sens qu'à la fin, tu vois, là on monte en puissance pour les questions qui vont suivre. Parce qu'il y a encore des questions après. Ouais, mais non, mais il faut vraiment que... je suis hors de portée, donc ça va. C'est pour ça que je t'ai dit de pas justifier, mais tu justifies à chaque fois. Ok, Gabin Villière, petite taille, voilà, pour tout ce que j'ai dit. Vincent Clerc aussi. Bon, là ça paraît évident, meilleur marqueur de l'histoire du top 14. Palmarès. Au centre, donc, non, à l'autre aile, j'ai mis un stadiste, Christophe Dominici. Ah, mais t'en as mis 2 à l'aile gauche. Ok, d'accord, j'ai pas compris. Pardon. Ouais, j'en ai mis 3 du coup, 3 ailiers. Bon, légende absolue. D'ailleurs, le play qu'on a mis au tout début de cette émission, rappelez-vous, c'est un play 5 étoiles. C'est ce qu'on fait de mieux. Et ça doit réunir 3 critères. Un grand match, une belle action et un grand joueur. Et c'est le cas pour Christophe Dominici qui a donc été décisif en finale du top 14 et pas qu'une fois. Un monstre total qui évidemment nous manque beaucoup. Il nous manque les 2 centres et ton arrière. Oui, au centre j'en ai mis 2 Clermontois. Ok. Wesley Fofana et Aurélien Rougerie. Ok. Ouais. C'est très cohérent. Ouais. Et Wesley parce qu'il a mis un essai de folie, je crois c'était le crunch. Et je fais waouh, c'est impressionnant dans la vitesse d'exécution et tous ces défenseurs qui lui courent après. Et ensuite, sur Aurélien Rougerie, pour la petite histoire, quand je suis arrivée au rugby, je ne savais pas ce qu'était un avant d'un 3/4. Ok, donc on t'a dit les avants c'est les costauds, les 3/4 non, on m'a rien dit. Je suis arrivée à l'entraînement au Stade Rennais, on m'a dit les avants à gauche et les 3/4 à droite. Ouais. Et j'ai dit moi je vais où ? Et ils m'ont dit toi tu vas avec les grosses. On dit les grosses. Moi je crois qu'on disait les gros parce que les grosses c'est quand même un peu abusé. Non, mais attends, moi je venais de l'athlé. Ouais. On me traite de grosse. C'était vénère. C'était je le prenais super mal parce qu'en athlé, on me demandait toujours de perdre du poids. Et donc du coup je me suis dit punaise. Non. Et ça va avec toi. Avec les gros, je me dis d'accord. Et en fait, Aurélien Rougerie, c'est le gars qui est hyper élancé, hyper grand et qui joue pas deuxième ligne en fait. Non. Il joue centre. Et j'aurais voulu jouer centre, moi, je pense, comme Aurélien Rougerie. Petite frustration, quoi. Bah oui, parce qu'on m'a même pas vu courir, on m'a dit, toi, tu vas chez les grosses, quoi. Ouais. On m'a juste jugé sur mon physique. Là, on est clairement en train d'ouvrir un chapitre traumatisme. Oui, là, on est sur les traumas d'enfance. Et pour finir, ton numéro 15. Thomas Ramos. Très bien. Énorme jeu au pied. Messieurs, Thomas Ramos, c'est à peu près évident, cohérent.
bon joueur, comme on dit. Surtout Luis Fernandez. Allez, on enchaîne ? Bien sûr qu'on enchaîne, évidemment. C'était sympa, mais c'est terminé parce que désormais, c'est place à ce que j'ai appelé le moment de vérité. C'est une horreur que j'ai sortie de mon cerveau malade. Les questions qu'on n'a jamais osé poser à un supporter du Stade Français ou à Lénaïque Corson. Le but, quelle que soit la question, on ne rigole pas, on s'agace pas, on me tape pas, c'est disqualificatif. Tu me tapes, c'est disqualifié direct. Oh là là, tour à tour, Rémi et moi, on va vous poser des questions. Et on va commencer par Rémi. Tu as une question pour Lénaïque. J'ai envie de rigoler. Est-ce que tu as déjà eu peur de te casser un ongle en faisant un plaquage ? C'est déjà arrivé, ça fait super mal. Lénaïque, tu es né à Paimpol. C'est pas trop dur de grandir sur Internet ? Alors, on n'est pas des arriérés à Paimpol, on a quand même une connexion Wi-Fi, même si elle n'est pas très bonne. Flo, Jean-Bon, on dit souvent que c'est comme une grande famille parce que c'est le seul stade où tout le monde se connaît. En même temps, vous êtes une grosse centaine, quoi. Je dois pas rigoler, c'est ça ? C'est ça, ouais. Il a raté. On va peut-être une petite croix. Rémi, t'avais une question. Oui, le rose, très clairement, on en a marre, non ? Un petit peu une couleur de fille. C'est pas une couleur de fille, non. Après, on en a marre parce que... Enfin, moi, personnellement, je suis plutôt couleur historique rouge et bleu, mais le rose me dérange pas non plus. J'aimerais bien qu'on fasse à domicile rouge et bleu et extérieur en rose, ou l'inverse, peu importe. J'aimerais bien qu'il y ait les trois. Ok, bonne réponse. Lénaïque, l'écologie, c'est bien gentil, hein, mais c'est pas un peu du mytho, tout ça ? Ne te lâche pas sur l'écologie. Bon, je crois que j'ai répondu en entrée de cet entretien. C'est vrai. Flo, à ce qui paraît, il y a une marque de somnifères qui voudrait sponsoriser le Stade Français. C'est le concept, tu regardes un match et au bout de 9 minutes, tu dors. Est-ce que tu crois vraiment que c'est possible ? Bah, si tu dors et que tu te réveilles et que t'es premier au classement, ça me va. Rémi, est-ce que tu as une nouvelle question pour Lénaïque ? Oui. Pourquoi les filles manquent toutes leurs pénalités ? Enfin... Ça, c'est un peu ce que... En plus, ça, c'est hyper méchant. Ouais, c'est des saloperies. Il en reste plus qu'une dizaine après. Bah non, parce que tout à l'heure, je t'ai raconté que Jessie Trémoulière avait 100% de réussite au pied sur un de ses matchs d'hallucination, et c'est pas le seul. Je sais pas ses stats de sa carrière, mais excellente joueuse au pied. Lénaïque, si je te dis que le rugby féminin, c'est pas du rugby et c'est pas féminin, tu réponds quoi ? Je réponds que c'est quelque chose que j'ai beaucoup trop entendu pendant ma carrière. Dernière question pour Lénaïque. Ça aide à pécho d'être joueuse du 15 de France ? Je sais pas, à ton avis ? Non. Autant, je pense que tu pécho beaucoup plus quand tu dis je suis joueur du 15 de France, mais joueuse, non. Ouais, je m'en doutais. Bon, pour me faire pardonner de toutes ces crasses. Rémi, pardon, t'as dit de rester une question, non ? Non, c'est bon. Alors, pour me faire pardonner de toutes ces crasses, bon, j'ai diffusé un essai magnifique. Pour toi, Lénaïque, je vais montrer pourquoi le rugby au féminin ou pas peut être capital dans la vie des gamins et des gamines. Mais non, il faut pas pleurer. C'est ça. C'est juste l'émotion d'une jeune fille qui participe à un de tes stages, qui hérite du maillot de Gaëlle Hermé. Ouais. Bah c'est ça la Rugby Girl Academy en fait. Tu nous montres le maillot ? C'est d'aider des jeunes filles à découvrir la pratique. C'est vivre des moments de partage comme celui-ci, comme durant nos stages qu'on réalise pendant les vacances scolaires. Et l'idée, c'est qu'on utilise le sport pour faire passer des messages, autant pour la sensibilisation à l'environnement que pour la nutrition, le bien manger, et aussi autour des menstruations, comment on gère ces règles quand on est une sportive. On parle de plus en plus de violences sexuelles aussi dans le sport. Comment on fait de la prévention sur ça, comment on les aide aussi à s'insérer dans la vie professionnelle. Vraiment, c'est une académie, une communauté finalement, où on utilise le rugby pour aider des filles, des femmes à se sentir bien dans leur vie, à prendre confiance et à oser et tenter dans la vie. Et clairement, l'image, elle est forte, elle est chouette. J'étais juste à côté et la petite a dit est-ce que tu peux me donner ton maillot ? Et Gaëlle n'a pas hésité une seule seconde, elle a dit ah bah oui.
Et en fait, elle était en train elle était à deux doigts de pleurer. Enfin, même, elle avait les larmes qui montaient. Elle dit, je sens plus mes jambes. Je sens plus mes jambes, c'est pour te dire, tu vois. Ouais, mais ça, c'est la magie du sport, tu vois. C'est l'émotion pure. Ouais. C'est ça qui est magnifique. C'est le plus beau cadeau qu'un supporter puisse avoir. Ouais, le maillot. T'as réussi à en gratter quelques-uns dans ta longue carrière de supporter. Non, mais en récupérer quelques-uns en tout cas. C'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir, vraiment. Lequel est ta plus grande fierté ? Enfin, ou celui qui te touche le plus, qui te fait le plus plaisir ? J'en ai deux qui me font énormément plaisir, celui de Clément Daguin et celui de Paul Allo-Émile. Ok. Paul Allo-Émile. Limite en train de pleurer. Ouais, il est à deux doigts de l'émotion et il sent plus ses jambes, c'est sûr. Ouais. Non, mais Paul Allo-Émile, c'est une histoire. Paul Allo-Émile, on a beaucoup de choses en commun. C'est un ami, on a vécu plus ou moins la même histoire, dure. Et voilà, c'est pour ça que ça m'a vraiment touché. Et Clément, c'était il y a un peu plus longtemps. Et c'était un ami aussi. Et c'était le premier maillot que j'ai pu avoir de la part d'un joueur. Mais ouais, c'est les deux qui m'ont le plus touché. On va passer à un moment qui, j'espère, va vous toucher. Le quiz de la mort. Nous, malheureusement, on ne peut pas donner nos maillots au Stade Français. Parce que vous n'en avez pas assez ? Non. On a un maillot pour la saison. J'ai un maillot pour la vie, mon pote. Le quiz, les amis, qui connaît le mieux la carrière de Lénaïque Corson ? Lénaïque Corson ou Flo du Stade Français ? Bon, concentre-toi parce que franchement, tu peux y arriver. Tout ce qui va suivre, c'est à ta portée. J'ai fait le quiz pour toi, pas pour elle. Ok. Je vais te dire, en 2016, il s'est passé quoi au Stade Français ? Pas du tout. Très simple, je vous donne une information et vous allez me dire qui a marqué, c'est le qui a marqué, c'est pas très compliqué. C'est facile et difficile, c'est parti. Quel est le dernier joueur du Stade Français à avoir terminé meilleur marqueur de la saison ? C'est le point à ma droite, on vérifie en image. Oh ouais, en plus c'est rapide. Hein. Ça fuse. Mais c'est Vaïséa Nayacelevu Vuidravuvalu de son nom complet. Ah ouais, grande déjougada. Après, on peut se délecter de cet essai magnifique, inscrit avec le Stade Français. Vaïséa qui est donc devenu meilleur marqueur de la saison à l'issue de l'exercice 2000. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? 2016-2017. Voilà. On va faire un qui suis-je ? Est-ce que vous connaissez le qui suis-je ? C'est très simple. Je vais vous faire le CV, le parcours d'un joueur ou d'une joueuse, en l'occurrence une joueuse avec qui tu as évolué. Tu peux trouver. Vous êtes prêts ? Oui. C'est quelqu'un qui a joué avec les Naïcs, donc ça peut être époque Rennes, comme Seven ou les Wasps, on ne sait pas. Voilà. Je suis né dans les années 90. J'ai débuté le rugby avec les garçons dans le club où ma maman travaille, et rapidement je suis repéré et j'intègre les équipes régionales puis nationales. À 18 ans, je dois démarrer avec les U20, mais je me blesse au genou et je dois attendre l'année suivante pour rejoindre Marcoussis. Je débute avec les grandes à 21 ans. Rapidement, je m'impose comme une joueuse indiscutable à mon poste où je forme une doublette redoutable avec ma partenaire. En 2014, c'est le drame. Je me fracture le nez et on décèle chez moi une fissure autour du cerveau. Ah, je sais. Mais je m'accroche et je reviens. En 2015, je réalise un match monstrueux contre le Pays de Galles. Je fais le Grand Chelem en 2018. Je suis depuis intouchable en bleu. J'ai même été capitaine du 15 de France tout récemment. J'ai évolué au poste de deuxième ligne, aussi bien en sélection qu'avec Blagnac, mon club de toujours. On me surnomme la Charrue, Moulinex. Je suis... Forlani ! Audrey Forlani. Audrey Forlani. On va vérifier en image si tu as vraiment joué avec elle. Bah regarde, oui, c'est toi, c'est elle, côte à côte. J'adore parce que les images, du coup, ce sont des photos, c'est pas des vidéos, quoi. Bah c'est Alors, des images figées, voilà. Alors, on reprendra ensemble le début de l'émission où on explique pourquoi malheureusement on n'a pas beaucoup d'images. Parce qu'on a oublié d'appuyer sur on. Merde, mince. On va. On coupe les insultes aussi. Non, ça je laisse tout et c'est toi et ta réputation. Ça reste entre toi, moi et Twitter. La question historique. Aïe. Il y a quelques joueurs qui ont fait le même chemin que les Naïgs, à savoir partir du Stade Français pour rejoindre l'Angleterre. Directement ou indirectement ? Citez-moi un joueur qui a joué au Stade Français puis en Angleterre. Oui, c'est vrai. Pas dans cet ordre-là. Un joueur du Stade Français qui a quitté le Stade Français pour l'Angleterre. Tu peux y arriver. Joe aussi. Marchant, il a fait l'Angleterre à la France. Ce sont des Français. Frisch. Ah non, c'est Irlande. On se rapproche.
Il y en a un qui a joué demi-mêlée et l'autre talonneur. Ils ont rejoint la même équipe avec laquelle ils ont fait une finale de Coupe d'Europe. L'atout ? Non, il n'y a pas l'atout. Il y en a un qui est buteur. C'est-à-dire un talon et un... Et un 9. Un 9 buteur. Les deux ont été... Non, j'y ai cru. Les deux ont été champions de France avec le Stade Français. Pas aux mêmes époques. Je vous laisse encore 5 secondes et je donne d'autres indices. Hein. Il y en a un qui a même carrément été entraîneur au Stade Français. Sampéré ? Non. Non. Bah non, Sampéré. Il a un caractère horrible, mais c'est un super mec. Il coach encore en top 14, il me semble. Il coach pas en top 14, il est en Pro D2. Ah, il est en Pro D2, oui. Du côté de Provence. Tout à fait, excuse-moi. Alors, on y est. Là, c'est la pression, je sens, c'est le stress. Oui. Ça te bloque. Provence. Ne stresse pas. Dupuis. Julien Dupuis. Ah oui, merci Julien Dupuis du côté des Tigres de Leicester. On va regarder tout de suite en image ce que ça donnait. Julien Dupuis version Stade Français. Et l'autre, vous allez peut-être vous en souvenir, c'est Benjamin Kaiser, le deuxième, qui a joué aussi aux Tigres de Leicester. Oh là là, Julien Dupuis. Je sais même pas su. Ah ouais, là t'es... Bah ouais. Ridicule. Mais par contre, je savais pas que Julien avait joué en Angleterre. Sa taille. Le coup bas est parti de ma droite, sachez-le. Tu savais pas que quoi ? Julien était parti en Angleterre. Tigre de Leicester, 2 saisons, si je dis pas de bêtises. Il fait une finale de Coupe d'Europe. Il est même élu meilleur joueur à l'époque. Il se pète le sourcil pour rentrer en jeu. Enfin, je sais oui. Pourquoi, pour taper la pénalité au tir au but, il me semble. Et... Il s'enlève les fils. Oui, c'est ça. Couture. Et super joueur, Julien Dupuis, et probablement aussi le pire du monde pour interviewer. Hein. C'est-à-dire que je me rappelle d'une conférence de presse au Stade Français où il voulait pas y aller et il a hurlé dans le couloir auprès de l'attaché de presse du Stade Français parce qu'il voulait pas faire l'après-match. Il arrive, il était furieux, il s'installe, il jette la gourde et tout. Il attend 10 secondes, il dit « Vous avez pas de questions ?» Et donc là, il y avait un blanc terrible dans la salle, personne n'osait y aller. C'est le flashback. Je vous donne une date. Vous me dites ce qui s'est passé ce jour-là. Fermez les yeux. Il y a 2-1 pour l'instant pour Flo. 29 avril 2023. Que s'est-il passé le 29 avril 2023 ? Jérémy, non. C'est du rugby féminin. Ah, c'est sur du rugby féminin ? C'est sur du rugby féminin. Ah, ben, il y a le record du monde d'affluence pour un match féminin avec 58 000 spectateurs à Twickenham durant le crunch Angleterre-France. Bon, bah, c'est ultra précis. Ouais, tu sais, genre, ça arrêtait plus. J'allais dire au début, c'est laborieux, mais en fait, il y a toutes les infos. Le stade d'après donne le nom des 58 000. Il y avait Jean-Paul, Pascal. Ça fait 2 partout. Et donc, Rémi, je vais avoir besoin de toi. Oui. Nous allons finir sur une énumération. Vous allez, chacun à votre tour, donner un joueur titulaire sur la feuille de match au coup d'envoi d'une finale de Coupe du Monde. La finale de la Coupe du Monde 2023. Rémi, je te serai gré d'arbitrer et surtout de vérifier à chaque fois. Tu dis un nom. Un nom, ok. Un des 30 titulaires pour la Coupe du Monde 2023, la finale. Flo te répond. Tu dis un nom. Flo te répond. Oh, punaise. 2023, c'était hier. Oui, on mais s'en rappelle, je suis on s'en nulle dans souvient. les noms comme ça. Ouais. Ok. Il y a 2 partout. Honneur à Flo. Fave de Clerc. C'est bon. Colési. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le grand deuxième. Je suis un peu nulle pour retenir les prénoms et les noms. Yes. Ce qui est un peu galère quand même sur une énumération. Mais je vais réussir. Allez. Il y avait qui en finale ? C'était qui l'autre équipe ? Smith. Ok. Ça, là, vraiment, j'étais à 2 doigts de dire stop. Hein. Arrête. Lequel, ouais. Ok. Bon. Boden Barrett. Ok. Bien joué. Elle est maline. C'est bien joué. Savea, c'est bon. On dit pas lequel parce qu'il y en avait qu'un, mais oui. J'essaie de retrouver le deuxième ligne. Ne bloque pas. Sud-africain, je me bloque, mais ça m'énerve de pas m'en rappeler. C'est la honte, j'ai été au stade en plus. Trop
bien placé pour oublier quoi. Ils vont être ravis ceux qui t'ont payé la place. J'ai demandé aux joueurs de faire des photos avec le ballon de la Rugby Girl Academy. Ah ouais, et... okay. Non, mais là vraiment c'est. Ah ouais, c'est la honte, c'est la heiche comme on dit dans le métier. Allez, 5, 4, un nom au pif. 3, 2, 1. Non, pas Pipinard, il n'existe pas. C'est donc une victoire de Flo qui l'emporte sur ce quiz. Ah, moi, non, j'étais pressé, il fallait que je m'en aille. Bien. Cébès, c'est que tu cherchais. Oui. Ah, punaise. Bon, en même temps, il est pas très connu. Bon, merci, Flo. Est-ce que t'as passé un bon Colby aussi, moment, punaise, j'aurais pu m'en rappeler. Ouais. Bon, il y avait quand même quelques noms. Ils sont champions du monde, donc il y en a quand même quelques-uns que tu devais connaître. Krill, De Allende. Non, mais je te dis, j'ai fait des photos. Je suis sorti avec un des joueurs pendant 2 mois. Qui c'est lui non plus. Non, mais je me rappelle plus. Il y en a un avec qui je suis sorti pendant 2 mois. Je me rappelle plus du tout de qui c'est. Bon, Flo, t'as passé un bon moment quand même pendant cette heure, ouais, un peu plus, et des patates. Qu'est-ce que tu vas retenir de cette rencontre avec Léna? Super, merci. Hein. Ça me fait plaisir, c'est cool. Non, moi j'ai compris que du coup il aurait préféré que Koumba Diallo soit à ma place, mais bon. J'ai déjà eu un grand podcast Koumba en plus. Ouais, bon voilà, ça sert à rien. Donc, d'ailleurs, est-ce que tu peux donner le nom de ton podcast pour ceux qui ont envie d'aller écouter ça? Ça s'appelle Au cœur du stade et c'est sur Spotify. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul épisode qui est dispo. J'en ai encore. Ouais, mais t'en as pas mal en boîte. J'en ai 2 ou 3 en boîte. Ouais. Et ben voilà, au cœur du stade pour les amoureux du stade français qui veulent retrouver Flo. Moi, ça a eu l'occasion de remercier Rémi. Un grand merci de m'avoir accompagné pendant merci pour l'invitation. Cette heure et des patates. Je crois qu'on se retrouve demain, en plus tous les deux, pour un projet qui n'a rien à voir. Exactement. Et ça m'excite un petit peu. C'est pas sexuel. Voilà, merci à Stanislas Tourtoulou, Loïc Jonard et Andrea Gelé pour la préparation de cette émission. Vous avez vu quand même qu'on allait chercher des archives, des photos, des images, tout ça, c'est leur boulot. Vous êtes vraiment foulés pour les images vidéo du rugby féminin. Attends, on a dérushé pendant des heures. Merci à Julien Nice à la réalisation. Merci à toi, Lénaïque, de nous avoir consacré du temps. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, merci beaucoup. Vraiment très, très sympa. Et c'est bien que vous invitiez des filles un peu sur... Tu me dis ça à moi. Je sais que Marion doit être sur le prochain. Oui. C'est bien. C'est ce qu'on espère. C'est bien. Merci d'aider la féminisation du rugby. Mais c'est normal. Et puis le rugby a pas forcément besoin d'être féminisé, il a besoin de s'adresser à tout le monde, y compris les femmes. Voilà. On se retrouve très vite avec une nouvelle équipe, de nouveaux souvenirs et surtout une nouvelle légende autour de la table. Et nous, on se dit à très vite sur legendaryplace.com.